Alors, maintenant, je commence un peu un compte rendu de mes derniers voyages et des enseignements que j'en ai tirés. On dit que les voyages forment la jeunesse, mais je voudrais ajouter que les voyages forment par définition l'humanité. Aucune humanité n'existe qui n'apprenne du détour par l'autre, du passage par l'autre. Et le voyage, qu'est-ce que c'est? C'est un détour par l'autre. C'est un décentrement, c'est le fait de changer de point de vue sur soi-même. C'est le fait de se voir à travers le point de vue d'un autre. C'est le fait d'essayer de comprendre comment les autres comprennent. Le voyage n'est pas simplement un déplacement physique d'un point à un autre. C'est un changement de perspective mentale, de perspective psychologique, de perspective intellectuelle et idéologique. En fait, tout voyage suppose toujours une transformation intérieure. Voilà pourquoi je considère les voyages non pas simplement comme des déplacements dans l'espace, mais comme des transformations intérieures, comme des déplacements dans l'esprit. Et voici ce que j'observe. J'ai été, ces 3 derniers mois, par 2 fois en Fédération de Russie. J'ai été par 2 fois en Fédération de Russie. Je dirais même exactement par 3 fois. J'ai été d'abord invité à l'université minière de Saint-Pétersbourg, où j'ai participé à une réflexion sur l'usage des matières premières. J'ai été invité à l'anniversaire de la chaîne de télévision publique Russia Today. Et j'ai été invité à délivrer une conférence dans le cadre de la Journée internationale scientifique de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, cette journée qui portait sur le changement social. Qu'est-ce que je retiens de ces 3 voyages récents en Russie? J'ai été frappé par le fait que l'intelligentsia, entendez par là les universitaires, les penseurs de la Fédération de Russie, sont profondément à l'écoute de l'Afrique. J'ai été frappé par l'intérêt qu'ils ont pour ce que pensent les Africains. Notamment, ce que pensent les Africains qui défendent les intérêts souverains de l'Afrique. Il y a en Fédération de Russie une volonté de comprendre ce que les Africains veulent que l'Afrique soit. Et surtout ce que les Africains veulent aussi que le monde soit. Donc il y a une oreille ouverte de la Fédération de Russie envers la contribution de l'Afrique à la construction du monde multipolaire. Que ce soit les 2 fois où j'ai été à Saint-Pétersbourg ces derniers temps, ou la fois où j'ai été à Moscou, j'ai été frappé par le nombre d'intellectuels, de dirigeants russes qui veulent savoir exactement la diversité des pensées qu'il y a en Afrique, la diversité des penseurs qu'il y a en Afrique, qui veulent être au courant des conflits intellectuels qu'il y a en Afrique, et notamment qui veulent savoir où en est la pensée souverainiste africaine, la pensée traditionnaliste africaine. Alors, on peut se demander pourquoi s'intéresse-t-il à cette pensée africaine, à ce point-là. Premièrement, on pourrait dire, mais c'est dans leur intérêt de savoir ce que les Africains pensent, puisque la Russie coopère avec plusieurs États africains pour en tirer des intérêts économiques, pour en tirer des intérêts géopolitiques, géostratégiques et diplomatiques, c'est évident. En partant de la maxime qui dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, on peut dire qu'il est de l'intérêt de la Fédération de Russie de savoir ce que les Africains pensent. Parce qu'en sachant ce que les Africains pensent, elle peut mieux agir avec les Africains. Et elle peut mieux défendre ses intérêts en Afrique. Mais moi, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que cette nécessité de l'intérêt, cette nécessité, on va dire, de la politique réelle, cette nécessité de la réelle politique qui guide l'intérêt des hommes d'État et des penseurs de la Russie pour la pensée africaine, pour la pensée idéologique, politique, philosophique africaine. J'ai découvert que les penseurs de la Fédération de Russie, je cite notamment ici l'un des plus influents, si ce n'est le plus influent de tous aujourd'hui, le professeur Alexandre Douguine, sont convaincus qu'il y a un point de ressemblance. Il y a un point profond de ressemblance entre les civilisations négro-africaines et la civilisation russe. Alors, j'ai noté qu'ils sont d'accord pour penser que nos civilisations se ressemblent sur 3 points. Le premier point, c'est que ce sont des civilisations qui sont
marquée par une très forte solidarité. Une solidarité interne qui est très puissante. On sait que la plupart des Africains qui vivent aujourd'hui ne seraient pas là s'ils n'avaient pas bénéficié de la solidarité des uns et des autres. Si vous écoutez n'importe quel Africain de toutes les générations qui a réussi dans un domaine quelconque, cette personne, quand elle vous racontera son histoire, sera obligée de vous raconter l'histoire de gens qui, incroyablement, et même pas nécessairement de sa seule famille, l'ont aidé. L'ont aidé au nom simplement du principe de générosité et de solidarité qui est au cœur de la civilisation africaine. Mes chers amis, vous êtes près de, mettons, 5000 personnes en direct, au moins sur cette conférence, sur la plateforme Facebook et YouTube. Et si vous êtes africain, chacun d'entre vous africaine, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous peut raconter une bonne partie de sa vie, essentiellement à partir de ce que d'autres Africains ont fait pour lui. Pas nécessairement que les membres de sa famille. Et ils l'ont fait au nom, en réalité, d'une valeur de civilisation africaine qui est très importante, la valeur de solidarité. Les Russes l'ont. Ils ont survécu grâce à cette valeur de solidarité. Leur peuple est capable de faire un dans les périodes d'adversité et de tenir bon envers et contre tout dans les périodes d'adversité. La deuxième chose qui les intéresse, c'est que malgré que l'Afrique ait subi des agressions culturelles puissantes, la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme, le despotisme africain, malgré cela, les Africains ont gardé, d'une manière ou d'une autre, une certaine saveur et même une forte nostalgie pour leur propre tradition. Les Russes sont intéressés par le fait que nous, Africains, quand nous sommes chrétiens, nous sommes Africains chrétiens. Quand nous sommes musulmans, nous sommes Africains musulmans. Quand nous sommes juifs, nous sommes Africains juifs. Bref, en fait, nous demeurons, malgré tout, de tradition africaine. Malgré, les religions dites importées que beaucoup d'entre nous avons adoptées, malgré les spiritualités d'importation dans lesquelles les Africains se sont engagés, les Africains demeurent profondément africains. Alors, en quoi les Africains demeurent-ils profondément africains? Parce qu'ils cultivent toujours une compréhension immanentiste. Je vais expliquer cela. Une compréhension profondément animiste de la vie. L'Africain est convaincu que sa vie n'est qu'une infime parcelle d'une plus grande vie universelle, qui est celle du Tout-Puissant. L'Africain est donc, par définition, par tradition, un être reconnaissant envers la transcendance. Un être qui sait qu'il ne s'est pas créé. Je ne dirais pas que l'Africain est profondément religieux. Je dirais que l'Africain est profondément spirituel. Au sens où l'Africain ressent en permanence la nécessité de reconnaître cet être infiniment plus grand que lui, que la théologie occidentale appelle Dieu, que la théologie moyenne-orientale appelle Yahvé ou Allah. L'Africain, lui, il sent vibrer cet être dans le moindre recoin de l'espace. Il y a cette intuition forte de la présence du divin en toute chose, qui est au fondement de la civilisation africaine. Et la civilisation russe est également traversée par cette intuition. J'ai été frappé de me rendre compte que l'église orthodoxe russe conserve des icônes qui renvoient dans l'histoire du christianisme, en particulier à l'histoire de l'église orthodoxe chrétienne d'Éthiopie. Entre les orthodoxes russes et les orthodoxes éthiopiens, il y a une alliance de mémoire extraordinaire. Et j'espère que vous savez qu'une bonne partie de l'histoire de la Bible s'est déroulée en Afrique. Dans l'archive du christianisme russe, la partie africaine noire de l'histoire chrétienne est prédominante. Elle est extrêmement présente. J'ai été visiter les icônes des grandes églises de Moscou et de Saint-Pétersbourg et j'étais frappé par le nombre d'anciens chrétiens africains qu'il y a dans la théologie historique des Russes. Donc il y a une espèce de fascination de la Russie pour l'Afrique, mais c'est une fascination spirituelle. Fascination pour un peuple qui, bien qu'il ait subi les affres de la traite négrière, de la colonisation, un peuple qui a conservé quelque chose de sa spiritualité originelle, le peuple africain. Et c'est pas un hasard si les pays africains qui ont le mieux conservé la tradition africaine sont ceux qui sont en liaison beaucoup plus rapide, en symbiose beaucoup plus rapide avec la Fédération de Russie. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina Faso et du Niger.
les terres sahéliennes ont su conserver d'une manière extraordinaire la saveur de notre grande civilisation négro-africaine. Ce n'est pas hasard si ce sont les Afriques les mieux enracinées, les Afriques les plus liées à leur passé profond, à leur passé immémorial. Ce sont ces Afriques-là qui sont en train de reconstruire le monde multipolaire avec la Fédération de Russie. Enfin, il y a un troisième point qui fait que la Fédération de Russie s'intéresse sérieusement à l'Afrique, c'est que nous avons en commun un passé anti-impérialiste. Un passé anti-impérialiste et anti-communiste. Anti-colonialiste. Pardon. Anti-colonialiste. Ce passé-là, c'est notamment à partir du XXe siècle. Lorsque l'essentiel des puissances occidentales se jettent sur les Africains pour les réduire, eh bien, en situation de sujets coloniaux, la Fédération de Russie, et dans sa forme préalable, eh bien, l'Union des républiques socialistes soviétiques, va s'unir au mouvement de libération africain. Il y a de très belles histoires qui doivent être exhumées et racontées entre les armées soviétiques et les mouvements de libération africains. Il faudrait qu'on ouvre un chapitre dans le cours d'histoire des écoles primaires, des collèges, des lycées, des universités africaines sur l'alliance, eh bien, afro-soviétique dans la lutte pour la libération du continent africain. Il faut que les jeunes Africains apprennent cette histoire. L'histoire de la libération de l'Angola, de la libération de l'Afrique du Sud, l'histoire de la libération du Mozambique, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de la Guinée-Conakry, l'histoire de la libération de l'Algérie, l'histoire de la libération même du Mali, l'histoire de la libération, eh bien, même de l'Éthiopie. Ces histoires de libération ne peuvent pas s'écrire sans la mise en valeur de la fraternité d'armes, eh bien, soviéto-africaine. Et donc, les villes russes conservent mieux la mémoire de cette camaraderie de lutte. C'est toujours impressionnant d'être dans le métro de Moscou. Et c'est dans le métro de Moscou qu'on voit les fresques de la camaraderie de lutte entre les forces soviétiques et les mouvements de libération africains au Congo, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, en Algérie. Tout cela est représenté dans Moscou. C'est en circulant dans Moscou que vous retrouvez la formidable, classique et célèbre université Patrice Lumumba, qu'on appelle aussi Rudin. L'université de l'amitié entre la Russie et les autres peuples du monde. C'est une université qui a été dédiée, entre autres, à l'un des plus grands héros africains. Mais dans combien, eh bien, de grandes capitales occidentales vous trouverez une telle reconnaissance, eh bien, de la lutte anticolonialiste et une telle valorisation des icônes de la lutte anticolonialiste? Je n'en connais pas. Donc, l'oreille ouverte de la Russie sur l'Afrique n'est pas qu'une oreille intéressée. Qu'elle soit intéressée, c'est légitime. L'Afrique doit s'intéresser aussi à la Russie parce que la Russie l'aide à défendre ses intérêts. D'accord? Mais elle n'est pas simplement une oreille matérialiste, une oreille, on va dire, opportuniste, une oreille pragmatique. Non, c'est une oreille vraiment spirituelle. Les penseurs et les dirigeants de la Russie aujourd'hui sont convaincus qu'une bonne intelligence avec les penseurs et les dirigeants africains va contribuer à créer un monde qui ne sera plus sous l'hégémonie d'une quelconque puissance unipolaire. La construction du monde multipolaire passe par le partage des idées. J'étais très intéressé par l'intérêt pour mes idées. Autant que j'étais intéressé par les idées défendues par les universitaires venus du monde entier, j'étais frappé par l'intérêt que l'on portait à mes idées. À voir comment on peut les mobiliser dans la construction des futurs partenariats, eh bien, russo-africains, et même des futures institutions internationales. J'étais très étonné de l'ouverture des Russes à accueillir des réflexions de cette nature. Partage la vidéo et puis abonne-toi.